Vous vous posez des questions sur l'agriculture ? Vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Virginie, je suis journaliste agricole, mais aussi 100% urbaine et pas du tout issue du monde agricole. Depuis que je travaille dans ce domaine, je vois bien qu'on a tous des milliers de questions sur le sujet. Dans Agriquois, j'ai décidé d'essayer de répondre à toutes ces questions qu'on n'ose pas poser. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, moi c'est Virginie du podcast Agriquois. Bonjour à tous, moi c'est Pauline Leroux du podcast Haricots Verts. Donc, pour situer, c'est le podcast de la couleur végétale. Et aujourd'hui, avec Virginie, on vous propose un épisode croisé. Donc pour moi, c'est une première où on va parler des plantes à parfum aromatiques et médicinales, les PAM, et des plantes tinctoriales qui sont plus personnellement mon domaine. Et ce sont des plantes qui donnent la couleur. Alors ça fait un peu nom barbare, hein. Et pourtant si je vous dis la lavande, c'est une plante de la filière PAM. Les herbes de Provence, c'est aussi dans la filière PAM. Et en fait, c'est la production de toutes les herbes que vous utilisez au quotidien, que ce soit dans la cuisine, dans vos tisanes et dans bien d'autres choses, vous allez voir. Et donc pour les plantes tinctoriales qui donnent la couleur, en fait ce sont des plantes qui sont utilisées dans de nombreux domaines d'application, comme la teinture textile, les colorants alimentaires, en cosmétique, donc dans les savons, dans les soins, dans le make-up, mais aussi dans la coloration capillaire végétale. Ça sert aussi dans les encres, les beaux-arts, les biomatériaux. Et en fait, tout ça, avant l'apparition des colorants de synthèse au 19e siècle, en fait, c'était hyper important dans l'économie française, et notamment sur la Garance, qui est quand même hyper emblématique, qui donne le rouge. On était premier exportateur mondial au 18e siècle. Vous avez aussi le pastel, le réséda qui donne le jaune, etc. Enfin, il y en a plein. Et en fait, on va voir avec Virginie que certaines de ces plantes à parfum aromatique et médicinal sont aussi tinctoriales et que dans tous les cas, ces deux domaines sont en expansion et notamment dû soit à un durcissement de la réglementation, soit du fait des consommateurs qui ont une envie d'un retour au naturel, d'être plus naturel, un retour aux sources. Alors dans cet épisode, on va voir avec vous c'est quoi exactement les PAM et quels sont vraiment les enjeux de cette filière. Et on va aussi parler bien sûr des plantes tinctoriales. Du coup, pour pouvoir parler un peu plus de la filière, on parle très souvent d'agriculture au sens large. On parle des agriculteurs, de la crise agricole. Mais en fait, j'avais déjà abordé le sujet avec vous dans l'épisode Qui sont les agriculteurs aujourd'hui, sur le fait que les agriculteurs en fait se regroupent plutôt au sein de filières en fonction de ce qu'ils produisent et de leurs débouchés. Par exemple, il y a la filière laitière, où les éleveurs vont vendre vraiment à des coopératives laitières, où il y a la filière des céréales, avec les producteurs de céréales qui vont vendre à des coopératives de céréales. Mais en fait, il y a plein d'autres filières, plus ou moins connues et plus ou moins développées. La filière des plantes à parfum aromatiques et médicinales, la filière PAM, c'est une vraie filière agricole à part entière et qui est absolument passionnante, mais elle représente en fait moins de 1% des surfaces agricoles françaises. Alors, c'est moins d'1% des surfaces, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans les PAM, tu as tout ce qui est culture, cueillette de plus de 300 espèces de plantes et elles sont commercialisées parce qu'elles sont associées, extraites, etc. dans plus de 1000 produits. Donc, c'est qu'1% de la surface, mais c'est énorme en termes de produits proposés. Ça, c'est des chiffres de France Agrimaire, juste pour rassurer tout le monde, de 2019. Et c'est vrai, quand je regarde la liste, par exemple, dans les plantes à parfum, la première production, c'est la lavande, le lavandin et la sauge clarée. Je crois que c'est comme ça. La partie dans les plantes aromatiques, les premiers, c'est le persil, la coriandre, le thym, le fenouil, la menthe. Et enfin, dans les plantes médicinales, là, il y a plus de 150 plantes, mais par exemple, ça va être la production de la camomille et de la mélisse. Mais ce qu'il faut aussi voir, c'est que derrière tous ces exemples, il y a plein de types de production. On va penser aux énormes champs de lavande qui sont récoltés, entre guillemets, de façon industrielle, aux petits producteurs qui vont aller ramasser ces plantes à la main pour faire ces tisanes. Donc en fait, il y a vraiment tous les types de production, tous les types de producteurs. Mais une chose est sûre, c'est qu'en fait, la filière, elle plaît parce que rien que pour la filière des plantes à parfum, ça a fait plus 33% en surface depuis 2015. Et dans les plantes aromatiques, c'est plus 26%. Donc en fait, il y en a beaucoup qui veulent s'installer et il y a un marché. Donc maintenant, on va parler un peu plus justement de à quoi elles servent. Alors en fait, elles servent donc on l'a cité, parfum, aromatique, médicinal, donc il y a plein de débouchés. Dans le secteur des parfums, on peut penser notamment aux huiles essentielles, mais aussi, tu sais, aux extraits pour la parfumerie. Il y a de nombreux parfums qui sont faits à base de plantes. On l'oublie parce qu'on est loin du champ dans notre société, mais
Il y a cette particularité-là. Tu les retrouves aussi dans les cosmétiques, les parfums de certains cosmétiques. En aromatique, bon, c'est celle qui est la plus évidente, c'est les huiles essentielles, les extraits, tu sais, les plantes séchées que tu retrouves dans ton congélateur pour aromatiser tes plats. L'herboristerie, on y reviendra après, mais aussi dans les compléments alimentaires, tu retrouves des plantes aromatiques, médicinales, etc. Et pour les médicinales, pareil, tu as dans les usages de phytothérapie, l'herboristerie dont on a parlé. Et donc, justement, je voulais rebondir sur un épisode, donc le 84, qui va sortir sur le podcast Haricots Verts, où, comme je te disais, on a interviewé Caillot Herboristerie. Et en fait, là, vous allez apprendre beaucoup de choses sur ce sujet. Et en fait, il faut aussi expliquer qu'il y a différentes plantes qui peuvent se mélanger. En fait, on ne les utilise pas que pour une plante. On peut faire des cocktails, moi j'appelle ça, ou des mélanges pour les tisanes, les assortiments culinaires, tu sais, pour aromatiser tes salades. Et en fait, moi, j'ai découvert plus l'aspect remède, cosmétique, soins, avec une formation de cueilleur herboriste, on va dire, que je suis actuellement, qui s'appelle Le Chemin de la Nature, avec Christophe de Audy. Donc, pour ceux qui sont intéressés, il a une chaîne YouTube, il a plein de choses. Il vulgarise les plantes sauvages, l'herboristerie. C'est hyper intéressant, ne serait-ce que pour la culture générale. Mais je trouve ça fou parce que dans ce sujet, en fait, on se rend compte que même si on ne connaît pas du tout le monde agricole, en fait, on côtoie tous les jours la production des PAM, quoi. C'est fou. Et en plus, je t'avoue un truc, la première fois que j'ai entendu parler de cette filière-là, je pensais vraiment à l'herboristerie, tu sais, genre le magasin type 18e, 19e, avec les bocaux partout, des plantes. Bref, bien dans l'idée reçue. Et en fait, nous, on voit bien que c'est beaucoup plus développé que ça. Et en plus, il y a certains producteurs qui vont vendre les tisanes en direct, comme on l'imagine, mais il y en a qui ont carrément des contrats intégrés avec l'industrie pharmaceutique ou cosmétique. Donc, on voit bien qu'en fait, la filière est beaucoup plus riche que ça. Et d'ailleurs, on va parler un peu ensemble des enjeux de la filière, parce que comme tout secteur, il y en a pas mal. Et pour pouvoir m'aider dans ce sujet, j'ai interviewé un producteur de PAM qui s'appelle Charles. Sa ferme s'appelle Naturellement Simple. Et vous pourrez le retrouver sur Facebook. Et notamment, il fait des ateliers pour pouvoir découvrir toutes les plantes. Et il m'a beaucoup aidé pour un peu mieux comprendre les enjeux, parce que je ne suis pas du tout spécialiste de cette partie. Du coup, la première des problématiques dont il m'a parlé, c'est qu'en fait, les producteurs peuvent vendre justement les fameuses 150 plantes prévues dans les plantes médicinales, mais ils ne peuvent pas parler de leurs effets, de leurs propriétés lorsqu'ils les vendent, parce que ils n'ont pas de formation de médecin ou de pharmacien. Ils ne sont, entre guillemets, que producteurs. Or, il y en a qui, quand ils vendent en direct, ils auraient envie de pouvoir parler de leurs produits, ce que je comprends. Quand tu achètes une tisane, tu as envie de savoir à quoi elle peut servir. Et du coup, ça m'a vachement étonnée comme point. Alors, moi, ce que j'ai compris dans la formation que je suis, c'est qu'en fait, ils ne pouvaient pas vendre l'entièreté des plantes. Donc, quand on disait il y a à peu près 300 plantes, eux peuvent en vendre 150. C'est parce qu'en fait, il y a une partie de ces plantes qui sont réservées à la pharmacopée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elles sont soumises à des dosages, tu sais, particuliers. Elles peuvent être toxiques. Elles peuvent être en cocktail de molécules. Parce qu'il faut savoir qu'une plante, c'est un cocktail de molécules. Il n'y a pas qu'une molécule, il y en a plein. Et en fait, des fois, quand tu les associes ensemble, ça peut avoir des effets complètement différents. Donc, si tu utilises une plante pour son côté diurétique et en fait, en l'associant avec une autre plante, ça te donne un effet laxatif, c'est pas ce que tu cherchais au début. Donc, c'est pour ça que c'est réservé à des gens qui ont, qui sont vraiment très au fait de la posologie et des utilisations. Ouais, je comprends bien. Et justement, quand on voit que le secteur est en expansion, ça serait un point intéressant de professionnaliser la filière. D'après ce que je lisais, c'est qu'il n'y a pas forcément beaucoup de formation pour s'installer dans cette filière-là. Alors, juste pour te faire un retour, ce que je te disais quand on préparait, c'est que oui, en effet, moi, par exemple, dans mon école d'ingé agro, on m'a jamais parlé des plantes à parfum aromatiques et médicinales. Quand tu recherches s'il y a des formations, il y a quelques UCAR. Donc, après un BPREA, tu peux faire un genre de module supplémentaire sur les plantes à parfum aromatiques et médicinales. Donc, déjà, cette filière-là est en avance. Imagine les tinctoriales, il n'y a qu'une seule formation et encore, vraiment, il faut s'accrocher. Donc, tu as raison. Il y a un manque de formation, d'information aussi sur ce domaine. Et il y a un truc que j'ai appris, j'ai halluciné, c'est que le métier d'herboriste n'existe plus depuis à peu près la fin de la Seconde Guerre mondiale. En fait, tu peux plus être diplômé herboriste. Parce que, comme on l'expliquait tout à l'heure, c'est des domaines qui appartiennent beaucoup à la pharmacopée, etc. Et c'est un métier qui a disparu, que certains tentent de continuer à faire vivre, etc. Mais il y a ces notions-là qu'il faut quand même avoir en tête.
C'est super intéressant. Ouais. Bon, s'il y en a qui veulent se lancer comme herboriste, n'hésitez pas pour faire remonter la filière. Et d'ailleurs, justement, en lien avec ça, il me disait aussi qu'il ne se sentait pas forcément agriculteur parce qu'il était trop petit en termes de surface et que justement, par rapport à des céréaliers ou à d'autres secteurs, on voit bien que ce n'est pas le même fonctionnement et que, par exemple, pour les aides-PAC qui sont dépendantes à la surface, lui, il n'en faisait même pas la demande parce qu'il était vraiment trop petit. Donc, on voit bien qu'il y a vraiment des enjeux de représentation de cette filière-là dans le secteur agricole tout court, quoi. Ouais. En fait, moi, ce que je constate, donc après, je suis pas non plus experte, mais ce que je constate, c'est que aujourd'hui, on parle des agriculteurs qui ont des grandes surfaces. Et c'est un peu le problème parce qu'en fait, sur des petites surfaces, on l'a vu, sur 1% des surfaces agricoles, on peut avoir plus de 300 espèces de plantes. Donc, c'est hyper riche en termes de biodiversité, etc. Là, le problème, c'est que comme c'est tout petit, c'est soit pas mentionné, soit complètement... on le passe même pas au radar. Il faut juste savoir que les PAM sont inscrites dans... Tu sais, quand tu fais ton relevé de culture, tu peux écrire que tu travailles les plantes aromatiques et médicinales pour les relever pour la PAC, Politique agricole commune. Par contre, pour les plantes tinctoriales, il n'y a même pas une ligne. D'où l'importance aujourd'hui d'en parler dans cet épisode et d'où l'importance d'en parler plus largement. On voit bien que c'est vraiment une filière avec des enjeux particuliers. Le dernier point aussi qui m'a surpris, ça va être plutôt du côté consommateur. Pour le coup, c'est que j'ai vu que c'était un secteur qui marchait super bien. Il y a beaucoup d'importations et beaucoup d'exportations. En tant que consommateur, on va plutôt acheter des produits finis, genre les produits cosmétiques ou les médicaments. Et on ne voit pas du tout où sont produits les plantes sur les emballages, ni sous quelle réglementation. Moi, par exemple, je pense au mode de culture, les questions des pesticides, de gestion des sols, de l'eau, des transports aussi, si on importe. Donc, ça m'a l'air vraiment galère d'avoir accès à une bonne information dans ce secteur, de la même façon que pour le secteur alimentaire, en fait. Ouais, exactement. Et là, je vous invite à aller vraiment écouter cet épisode avec Caillot Herboristerie parce qu'en fait, c'est vraiment de ça dont on parle. Eux, leur démarche, par exemple, c'est de cultiver sur le sol français tout ce qui est cultivable. Il y a bien sûr des plantes qu'on est obligé d'importer parce qu'elles viennent de loin, mais il y a aussi beaucoup de grossistes qui importent des plantes de partout et traçabilité, entre guillemets, se perd du champ jusqu'au produit fini. Il y a ça. Et il y a aussi un autre truc, c'est l'histoire des plantes et le degré de... Tu sais comment elles sont broyées, comment elles sont mises en forme. Certains herboristes travaillent avec la plante entière, ce qui permet une meilleure reconnaissance botanique, c'est-à-dire que tu es sûr et certain de la variété que tu es en train de travailler, alors que certains, moins scrupuleux, on va dire, te broient un peu tout en mode paillette hyper fine et tu sais plus trop ce que tu as. Tu sais plus trop si c'est du 100% de la plante que tu achètes. Plus tu vois des gros morceaux, que ce soit dans ta tisane ou dans des trucs, plus tu es sûr que ça va être des plantes, on va dire, plutôt de qualité dans le sens où tu es sûr de ce que tu as acheté. Merci pour toutes ces précisions parce que franchement, on voit bien que si le secteur est en expansion, il va falloir un peu cadrer tout ça, d'autant plus que ça a aussi de plus en plus de succès auprès du consommateur, de regarder un peu plus ce qu'on achète en termes de cosmétiques, de médicaments, de tisanes aussi. J'allais dire, tu vois, là, on parle des plantes aromatiques, plantes à parfum aromatiques et médicinales qui sont déjà bien avancées. On voit déjà les problématiques qui en sortent. Imagine la filière des plantes tinctoriales, on a encore beaucoup de chemin, quoi. J'allais dire, on n'en a toujours pas parlé et c'est aussi pour ça que je voulais faire l'épisode avec toi parce que là, on voit bien déjà que les PAM sont une petite filière par rapport au monde agricole. Et si on cherche des chiffres sur les plantes tinctoriales, tu me disais qu'il n'y en avait même pas. Non, on trouve pas grand-chose. Il faut vraiment aller se renseigner à chaque acteur, clairement. Donc, avant, moi, je voulais te reparler tu parles beaucoup des filières dans tes épisodes. C'est important pour toi. Moi, je voulais vraiment reposer cette définition et pourquoi c'est intéressant. Si on veut faire simple, une filière, c'est l'ensemble des acteurs. On peut voir ça comme une chaîne et chaque acteur est un maillon. L'idée d'une filière, c'est de valoriser souvent du champ jusqu'au produit fini. Donc, tu as les étapes de production, tu as la transformation, la distribution et la commercialisation des produits. Ce qui est génial avec une filière, c'est qu'elle prend en compte toutes les problématiques des différents maillons pour aider à ce que ce soit beaucoup plus fluide. Et ça aide aussi à trouver des débouchés. Et c'est pour ça que la filière des plantes tinctoriales, donc qui donne la couleur, elle est réémergente, c'est-à-dire qu'à l'époque du XVIIIe siècle ou avant l'arrivée des colorants de synthèse, elle existait, elle était très importante économiquement, on en a déjà parlé, et sauf que ça a été complètement occulté avec l'arrivée des colorants de synthèse qui étaient obtenus, on va dire, en un claquement de doigts, qui ne sont qu'une molécule, donc plus de problème avec nos fameux cocktails, et qui coûtaient moins cher à produire que des plantes dans un champ. Sauf que le problème, c'est qu'elles utilisent des produits dérivés du pétrole,
Et aujourd'hui, tu connais toutes les problématiques pour qu'on s'abstienne d'utiliser le pétrole, d'où le renouveau aussi de cette filière tinctoriale. Donc, c'est pour ça que je te disais qu'elle est réémergente parce qu'elle n'est pas aussi émergente que la filière plantes aromatiques et médicinales, mais elle est quand même là. Il y a beaucoup d'acteurs. Il y a quand même des points communs entre ces deux filières. Déjà, c'est qu'on utilise leurs principes actifs. C'est-à-dire que les plantes, elles ont ces fameux principes actifs, ces fameux pouvoirs. Il faut avoir les compétences parce que si tu les mélanges, comme on disait tout à l'heure, entre elles, ça peut être catastrophique. Donc, il faut des connaissances. Les plantes aromatiques et médicinales, il y en a dans ces plantes-là qui sont tinctoriales. Donc, tu as le millepertuis perforé, tu as la camomille matricaire, tu as la chile millefeuille, tu as les feuilles d'artichaut, le safran, la passiflore, enfin bref, il y en a plein. Je savais même pas que ça faisait de la couleur. Bah tu vois, non mais moi je vais pas faire la maline, ça fait que allez on va dire 1 an et demi que je sais qu'il y a des plantes qui donnent la couleur. Elles ont aussi des débouchés communs, donc on a beaucoup parlé d'herboristerie et tu retrouves par exemple ces plantes, donc entre les palmes et les tinctoriales, dans les cosmétiques, les soins pour la peau, les huiles essentielles. J'enregistrais même hier, tu as les mêmes outils agricoles, que ce soit des outils manuels ou des engins agricoles motorisés entre guillemets, et en fait ils utilisent à peu près les mêmes types d'outils. Donc là, je voudrais juste faire une grosse mise en avant des agricultrices et agriculteurs de plantes tinctoriales parce qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc, je pense au Champ des Couleurs, dans le sud de la France, à Livadene, en Bretagne, Cécilia Aguirre, tu as le bleu d'Amiens, le bleu de Lectoure. Voilà, je voulais juste leur faire un petit hommage. Et alors, en fait, un autre point commun entre ces deux filières, entre les PAM et les plantes tinctoriales, c'est la conservation de la biodiversité. Les PAM et les tinctoriales ramènent ce côté nouvelles espèces, nouvelle biodiversité qui est hyper importante. Les PAM et les tinctoriales, elles font l'objet d'écotourisme, c'est-à-dire que tu peux aller visiter des jardins spécifiquement destinés pour ces filières-là, que tu vas rarement en bus visiter un champ de blé. Et ces plantes sont aussi sujets à de nombreux projets de recherche qu'on appelle la chimie verte. Donc, tu vois, j'ai interviewé, par exemple, l'IUT de Béthune dans le nord de la France avec Patrick Martin. En fait, ils sont en train de vraiment, vraiment beaucoup bosser sur les propriétés de ces plantes aromatiques et médicinales et ces plantes tinctoriales. Mais en gros, voilà, moi, c'est vraiment ce que je souhaite aux tinctoriales, c'est vraiment qu'elles continuent à se développer. Elles ont énormément de domaines d'application. Tu peux teindre tes vêtements avec des plantes tinctoriales. Tu peux te teindre les cheveux de manière naturelle et t'éviter certains types d'allergies. Tu peux utiliser de l'encre végétale, tu as de la peinture, de l'aquarelle. Je trouve ça super intéressant parce qu'on voit bien en fait le nombre de débouchés dispo de ces plantes tinctoriales. On voit bien à quel point la partie agricole est encore balbutiante ou en développement et qu'on voit bien aussi tout l'enjeu de construire une filière pour ça, d'autant plus que le consommateur en a envie. Et d'ailleurs, j'étais curieuse de te poser la question. Toi, tu verrais ça créer vraiment une filière spéciale plantes tinctoriales ou de l'insérer dans la filière des PAM avec une sous-section plantes tinctoriales? Tu verrais ça comment comme représentation? Alors, c'est une super bonne question. Je pense que c'est pas à moi d'y répondre. C'est pour ça que, tu vois, j'organise une quinzaine tinctoriale où on met autour de l'écran d'ordinateur tous les agriculteurs dans ce domaine-là. L'idée, c'est que ce soit eux qui disent où ils veulent se placer et comment ils veulent apparaître. Mais je pense que déjà, pour qu'une filière existe, elle doit être mentionnée. Moi, l'objectif du podcast, c'est que les gens, quand tu dises plante tinctoriale, ils sachent ce que c'est, quoi. C'est déjà ça le premier objectif. Non, c'est clair, on voit bien toute la richesse du sujet, mais du coup, on va devoir conclure l'épisode. Donc, c'est la fin de l'épisode dans le monde merveilleux des plantes à parfum aromatiques et médicinales et des plantes tinctoriales. Vous voyez à quel point c'est varié. Donc, à chaque fois que vous voyez une herbe, quand vous buvez une tisane, etc., n'hésitez pas à penser à tous les producteurs qui l'ont fait derrière. Et vous voyez qu'il y a même des enjeux jusque dans la couleur de tout ce que vous voyez. Donc vraiment, sachez qu'il y a toujours de l'agriculture derrière votre vie quotidienne. J'espère que cet épisode croisé vous a plu. Merci beaucoup Pauline d'avoir participé à cet épisode. C'était trop chouette de le faire toutes les deux. Ouais, merci à toi Virginie. Franchement, j'étais très contente de découvrir ton podcast qui est super chouette et surtout qu'on se fasse un épisode croisé qui est le premier pour moi. Donc merci beaucoup. Et le deuxième pour moi, le premier c'était avec Audrey Wetaz. On avait parlé de la politique agricole commune. Merci beaucoup. Merci.